Bonjour, bon après-midi et bonsoir à nos participants de Los Angeles, New York, Montréal, Paris, Berlin, Dubaï et Beyrouth, bien sûr. Vous avez été très nombreux, plus de 300, à vous enregistrer à ce webinaire et pour cause. L'intervenant est de qualité et de sujet d'actualité. Je m'appelle Antoine Caldani. Je suis le président du Rotary Club Beyrouth Cedars et je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire que nous organisons à l'heure du confinement. Nous utilisons la version webinaire de Zoom. Ne vous étonnez donc pas de l'absence de micro et de caméra. D'emblée, je vous rassure, vous allez pouvoir poser vos questions. La procédure vous sera expliquée ultérieurement par le modérateur. L'intervention de M. Riachi sera d'une trentaine de minutes, suivie de 20 minutes de Q&A. Cette session, nous l'avons voulu interactive, même si virtuelle. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de plonger dans le monde de la banque, et vu que beaucoup de participants ne sont pas nécessairement familiers du Rotary, Agop Danzigian, secrétaire honoraire du club et prochain président, va tenter l'exploit de vous introduire au monde du Rotary en 1 minute. À toi, Agop. Thank you so much, President, for giving me the opportunity to talk about the Rotary. Ça va être un peu rapide, mais je vais juste en fait, since our presenter is a banker, I assume the audience love numbers, and I'm going to give you some numbers. The Rotary Club is a 115 years old club. It was founded in 1905. It's the first service club in the world. We have 1.2 million members and 35,000 clubs around the world and other countries, more or less. We have a seat at the UN. It goes back to World War II time where Rotary International was and still is a consultant for the UN, actually. We do projects of helping people. So one of our major projects is to eradicate polio. We're doing that in it's a $450 million project. It's almost completed. Polio has been eradicated. Our motto is service above self, and our logo represents a wheel that has 24 cogs around the clock, actually. The Rotary clubs in Lebanon, there are clubs. We're 700 beautiful members in it. Our club has done in 10 years now 125 projects and around $10 million of funds that were used for that. This is briefly what I can say about the Rotary to make it quick. Merci Agop. Cette année donc, nous avons rapidement pris conscience de l'appauvrissement qui concerne désormais plus de 50% de la population libanaise. En partenariat avec la Lebanese Food Bank, nous avons entrepris la distribution de plus de 2300 boîtes alimentaires sur tout le territoire libanais. Sur le front du Covid-19, et comme le Liban souffre d'un manque important de respirateurs artificiels, il y en a moins de 900 sur le territoire, nous avons entrepris de collecter des fonds avec le Rotary Club Bad Homburg, des fonds de plus de $12 000, pour acheter un respirateur allemand de marque Lowenstein, un des plus connus, que nous allons livrer à la LAUMC Hôpital la semaine prochaine. C'est l'occasion pour nous de remercier tous nos généreux donateurs de par le monde qui nous aident à aider. Vous aussi, vous pouvez nous aider à aider en envoyant à l'adresse mail info@rcbeyrouthcedars.org vos promesses de dons. Merci d'avance. Nous avons quelques annonces concernant nos prochains webinaires que je vous recommande très fortement. Le 22 avril, toujours à 6h30, nous aurons un workshop en bonne et due forme avec M. Samir Shin. Samir est un des meilleurs coachs que je connaisse et il a eu l'extrême générosité de nous offrir ce workshop qu'il vient de lancer par ailleurs. The Pollyanna Attitude. Samir nous initiera à une technique qui consiste à tirer du bien d'un mal. Ça tombe à pic actuellement et c'est à ne pas rater. Donc ça, c'est le 22 avril. Le 29 avril, nous recevons un témoignage bouleversant d'un homme exceptionnel, M. Marc Torbé, qui est l'actuel président de l'association Offre-Joie. Il a pris la relève de Melhem Khalaf. Cette session sera en arabe. Avant de donner la parole à notre modérateur, M. Jean-François Parmentier, je tiens à te remercier, Jean, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu es très sollicité. Et
Et pour cause, tu es un des rares acteurs économiques du pays à avoir anticipé l'ampleur de la catastrophe financière que nous vivons aujourd'hui. Tu es un banquier atypique, tu es un banquier humaniste, à supposer que ces deux mots puissent cohabiter dans la même phrase. Tu es un banquier militant qui défend des principes et des valeurs, et ce sont des denrées rares de nos jours. Nous sommes donc très heureux de t'accueillir parmi nous ce soir et surtout très nombreux. Nous avons des participants de qualité, des financiers, des économistes, des journalistes, mais aussi des citoyens et des déposants qui s'inquiètent à juste titre du sort de leur argent. Nous avons aussi des industriels, des commerçants, des entrepreneurs qui se demandent quand est-ce que les banques libanaises vont reprendre leur véritable rôle de banquier et non celui de rentier. Nous avons enfin beaucoup de jeunes qui se demandent à quoi sert une banque à l'heure de l'essor de la fintech dans le monde. Donc, restructuration du secteur bancaire, bien sûr, c'est une condition sine qua non de toute relance économique, mais aussi réinvention du métier de banquier et une plus grande transparence. Nous avons payé, je crois, tous très cher, au sens propre comme au sens figuré, l'opacité qui a prévalu ces dernières années. Je vais donc laisser la parole au modérateur de cette session, M. Jean-François Parmentier. Jean-François est le consul de Belgique au Liban et un membre éminent du Rotary Club Beyrouth-Sidr. Jean-François, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, chers membres et chers amis du Rotary, bonsoir. Merci de votre présence nombreuse avec nous ce soir. Avant de présenter notre orateur du jour et de lui laisser la parole, je tiens à vous communiquer quelques informations importantes. Comme notre président, M. Antoine Caldani, vient de nous l'expliquer, nous allons commencer par l'exposé. Nous avons ensuite prévu une séance de questions-réponses à l'issue de celui-ci. Vous avez la possibilité de poser vos questions ce soir via le chat. Si vous voyez qu'une autre personne a déjà posé la question que vous aviez en tête, ou si vous estimez que quelqu'un a posé une question qui vous paraît particulièrement pertinente, vous avez la possibilité d'appuyer sur le petit pouce levé à côté de la question et de liker cette dernière. Cela aura pour effet de la faire monter dans le classement et à la fin de l'exposé, nous poserons en priorité les questions qui ont recueilli le plus de votes. Je tiens également à souligner qu'un des membres de notre club, M. Jean-Marc Adaimi, est disposé à vous aider ce soir. Si vous rencontrez l'un ou l'autre problème technique, vous pouvez également le contacter par message privé via le chat. Alors, je passe maintenant à la présentation de la tête d'affiche du jour, notre orateur. On peut passer au slide suivant, voilà. Alors, M. Jean Riachi est le fondateur et le président directeur général de FFA Private Bank, qui est la première banque libanaise spécialisée dans les marchés de capitaux, la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, l'immobilier et la banque d'investissement. Fondée en 1993 en tant que société de bourse, FFA Private Bank a été agréée banque spécialisée par la Banque du Liban en 2007. M. Riachi est également président de FFA Dubai, la première institution financière libanaise à avoir obtenu une licence de la DFSA, qui est la Dubai Financial Services Authority, au Dubai International Financial Center. Il a été membre du comité du ministère des Finances chargé de rédiger la nouvelle loi libanaise sur les marchés financiers. Il est membre actif du comité de Human Rights Watch à Beyrouth et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce libano-américaine, aussi connue par certains sous le nom de AmCham Liban. Notre orateur du jour est titulaire d'un master en administration des affaires de HEC Paris et il est également directeur certifié du programme des directeurs internationaux de l'INSEAD. Monsieur Riachi, merci encore de votre soutien aux activités du Rotary Club Beyrouth-Sidr. Je vous laisse, face à plus de 200 spectateurs attentifs, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Merci au Rotary Club et bravo pour tout ce que vous faites. Le Liban a vraiment besoin de gens actifs comme vous pour aider, notamment dans cette situation de Covid, mais aussi dans la crise économique qu'on connaît déjà et qui va s'aggraver dans les prochains mois. Le but de cette intervention n'est pas de brosser un tableau noir. Pour être tout à fait franc, je suis très content parce que aujourd'hui a circulé le document qui a été présenté par le gouvernement libanais
qui, en fait, ne va faire que confirmer ce dont moi je vais parler aujourd'hui. Ça me soulage parce que beaucoup de gens m'ont critiqué pour avoir été alarmiste, pour avoir donné des chiffres qui étaient extravagants, et malheureusement, ces chiffres sont des chiffres réels. Mais le message que je veux faire passer est un message d'optimisme. Si on fait ce qu'il faut, c'est vrai qu'il y a eu une destruction de richesses et que celle-ci est irréparable, mais au moins si on fait ce qu'il faut, on pourra reconstruire notre richesse, on pourra recréer des emplois, on pourra recréer de la valeur ajoutée et on pourra repartir avec une économie sur des bases saines. On a connu une économie qui a été une économie de rente, une économie de spéculation. C'était pas du capitalisme, c'était de la kleptocratie, c'était du n'importe quoi. Et tous les gens qui voulaient innover, produire, créer, exporter n'avaient pas les moyens de le faire parce que tout simplement les politiques publiques qui étaient menées, qu'elles soient des politiques du gouvernement, des politiques monétaires ou des politiques financières, interdisaient de faire quoi que ce soit. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi parler des banques? Parce que sans système bancaire, il n'y a pas d'économie. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus de banques. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de banques? D'abord, moi, je ne suis pas un académicien, donc j'essaye de faire de la pédagogie. Et donc, on va faire des constats tous ensemble. Nous avons des problèmes de liquidité à l'extérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ne peuvent plus transférer de l'argent à l'étranger, elles ne peuvent plus vous donner des billets de banque alors que vous avez un compte en banque, vous recevez des statements mensuels qui vous disent que vous avez des soldes en dollars. Aujourd'hui, le solde de ce que les banques possèdent auprès de leurs banques correspondantes à l'extérieur est quasiment de zéro. Certains disent qu'il est négatif parce qu'elles ont des engagements supérieurs à leur dépôt avec les banques à l'extérieur. Donc, les banques, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent plus vous transférer de l'argent, elles ne peuvent plus vous donner des billets de banque. Au 30 septembre 2019, qui est la référence pour moi à laquelle je reviens de temps en temps parce que c'est avant octobre 17, on était en brut à 9 milliards de dollars. Il n'y a plus 9 milliards de dollars. Ils sont partis. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment 9 milliards de dollars parce qu'il y avait aussi des engagements. Donc, les banques ont épuisé leurs avoirs auprès de leurs correspondants. Elles ne peuvent plus vous faire de transfert. On sait que plus de 50% des dépôts des banques en dollars sont à la Banque du Liban. Donc, on pourrait se poser la question, mais si les banques ont de l'argent à la Banque du Liban, pourquoi elles ne demandent pas à la Banque du Liban de libérer cet argent pour qu'elle puisse effectuer les transferts, que ce soit des transferts personnels ou des transferts pour des opérations commerciales? Eh bien, tout simplement, la Banque du Liban ne libère pas cet argent et on va voir que, en fait, le plus gros problème qu'on a dans le pays, c'est le problème de la Banque du Liban et ça a été souligné par le rapport du gouvernement et on verra comment ça a impacté les banques. Il y a aussi des gens qui se demandent pourquoi les banques libanaises leur font des problèmes pour transférer des dollars ou des livres libanaises, même à l'intérieur du Liban. Bon. Certaines banques traînent des pieds, on ne vous donne pas le chèque, on vous supplie de renouveler, on vous bloque l'argent alors que vous ne voulez pas le bloquer, on ne vous laisse pas avoir des balances, etc. Là, c'est une question interne, c'est-à-dire que normalement, maintenant qu'on est en contrôle d'échange qui n'est pas légal, mais en contrôle des capitaux qui n'est pas légal, mais qui est de fait, en fait, il y a des banques qui n'ont pas de liquidité et des banques qui ont un trop-plein de liquidité. D'où ça vient? C'est plus une question de réputation des banques qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des banques en qui les gens ont plus confiance que d'autres. Celles en qui les gens ont le moins confiance ont perdu des dépôts en faveur des autres banques. Tout ça se retrouve à la Banque du Liban. Donc, finalement, c'est des vases communicants qui se retrouvent à la Banque du Liban parce que l'argent ne peut pas aller qu'ailleurs à la Banque du Liban. Or, la Banque du Liban a dit qu'elle allait accorder des crédits illimités aux banques qui auraient besoin de liquidités à l'intérieur du Liban.
mais ça ne se fait pas sans un coût. Ce coût, ça a été annoncé officiellement par le gouverneur à la télévision, il est de 20%. Donc, la banque va préférer garder votre dépôt qui va lui coûter 2 ou 3 ou 4% que de vous le laisser partir, parce que si elle est en déficit de liquidité, elle va emprunter cet argent en dollars à la Banque du Liban à 20%, ce qui a un coût colossal, 20% par an. En ce qui concerne les livres libanais, c'est encore pire. La Banque du Liban ne donne rien du tout. Donc, les banques sont obligées d'emprunter auprès d'autres banques quand elles ont un problème de liquidité en livres libanaises. Mais le problème majeur des banques, c'est aussi un problème de solvabilité. C'est-à-dire qu'on va le voir, c'est très bien décrit dans le document du gouvernement. On ne va pas l'appeler Lazare parce que d'abord, il y a beaucoup de conseillers économiques libanais qui ont travaillé sur ce plan, donc il faut leur rendre hommage. Ils ont fait un travail colossal. On parlera du gouvernement. Donc, ça a été dit, les banques aujourd'hui sont insolvables. Alors, quand je dis les banques, je parle en général. Il n'est pas question pour moi de citer une banque ou une autre, mais honnêtement, il n'y a pas eu… disons que les banques solvables, celles qui ont… Alors, c'est quoi la solvabilité? C'est quand le total de vos actifs est supérieur au total de vos passifs, c'est-à-dire l'argent que vous devez. C'est quoi l'argent qu'une banque doit? Ce sont les dépôts de ses clients, plus éventuellement quelques obligations. Et aussi quelques dus à d'autres institutions financières. Or, aujourd'hui, sur le papier, on nous annonce que les banques ont des fonds propres de 20,x% milliards de dollars. En fait, c'est du papier, parce qu'on a pris le papier, on a pris les comptes sans les comptes, on a pris les actifs sans les déprécier. Or, aujourd'hui, déjà, on a un phénomène qui s'est passé depuis le 9 mars, c'est-à-dire que l'État a fait défaut sur les Eurobonds. Donc, on sait déjà que les 13 milliards et demi de Eurobonds, qui étaient un peu plus avant que les banques possédaient à la date du défaut, aujourd'hui, le Eurobond, il vaut 20% du nominal. Donc, on est à moins de 3 milliards. Donc, il y a déjà 10 milliards de pertes, rien que sur les Eurobonds, sur les 20 milliards que les banques ont dans leur bilan en actifs. OK? Là, à la BDL, les banques, le système financier, et là, il y a un problème de chiffres, on ne comprend pas très bien parce que quand on fait le calcul en prenant le bilan des banques, on arrive à un chiffre de 75 milliards de dépôts auprès de la Banque du Liban, mais la Banque du Liban affiche 85 milliards de dépôts qu'elle doit aux institutions financières. Alors, il y a peut-être les banques d'investissement, les banques islamiques, et peut-être aussi des dépôts étrangers. On se rappelle des fameux 1,3 milliard qui étaient censés nous sauver au mois d'août. C'est aussi des liabilities sur la Banque du Liban. Donc, la banque doit 86 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle a en actifs? On parle en dollars uniquement là. Elle a 30 milliards. Comment se décomposent les 30 milliards qui étaient affichés comme des réserves? Et il y avait un doute de savoir si c'était vraiment des réserves. Et là, on en parlera. Mais grosso modo, on va reparler de ça. Mais 85 milliards moins 30 milliards, il y a un trou de 55 milliards en dollars à la Banque du Liban. Bon, on peut dire, mais attendez, il y a l'or. Et l'or, c'est des dollars, puisque c'est un actif à l'étranger. On peut rajouter 15 milliards d'or, donc on tombe à un trou de 40 milliards. Mais même ce trou, il est mouvant, parce qu'il suppose qu'on reste à un taux de change de 3 000 livres libanaises pour un dollar. Or, on anticipe une forte dépréciation de la livre libanaise pour des raisons de masse monétaire qu'on est obligé de créer. Et donc, en fait, c'est très mouvant, cette perte de la Banque du Liban qui va se répercuter sur les banques. Donc, on a aussi des grosses pertes sur la Banque du Liban. Il y a aussi les pertes sur les crédits au secteur privé. On peut les estimer à 8-10 milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'on est à des chiffres colossaux. Je ne vais pas donner les chiffres, je vais reprendre le rapport du gouvernement libanais
puisque c'est un rapport qui est officiel. Et on arrive à des pertes sur les banques de 83 milliards de dollars. OK? Or, elles ont des fonds propres de 20 milliards, dont on a dans les banques de 62 milliards de dollars. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les chiffres parce que les chiffres sont discutables et tout ça est très mouvant. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que s'il faut, disons, entre 50 et 60 ou 70 milliards de recapitalisation des banques, il y a une première remarque. La BDL qui a sorti début novembre une circulaire demandant aux banques de recapitaliser à hauteur de 20% de leurs fonds propres qu'elles avaient à 31 décembre 2018 n'a aucun sens parce que c'est censé rapporter 4 milliards. On voit que les besoins sont de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et là, moi, je personnellement, et je vais le dire publiquement, je trouve que cette opération ne doit pas se faire parce que on est en train de dire aux gens entrer dans le capital des banques en sachant que cet argent va être absorbé par des pertes et donc va valoir zéro. Et là, on vous avait dit dans l'introduction que je faisais partie du comité qui a rédigé la loi sur les marchés financiers. Le but de la création de la Capital Market Authority, c'était justement de prévenir ce genre d'abus. Et malheureusement, la circulaire de la Banque du Liban a autorisé les banques à ne pas passer par la CMA pour proposer cette opération. Donc, on en arrive à des banques qui proposent aux gens de prendre leurs dépôts pour les souscrire en capital, OK, sans présenter de bilan, puisqu'elles n'ont pas publié de bilan depuis juin 2019, en sachant, et maintenant c'est officiel, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui le dit, que les besoins de recapitalisation sont de 50-60 milliards de dollars, je trouve que cette opération doit absolument s'arrêter. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu parce que je travaille sur les marchés financiers. En 2011-2013, quand il y a eu la crise de l'euro et que les banques espagnoles notamment avaient des problèmes, il y avait une banque qui s'appelait Bankia et on lui a demandé de recapitaliser. Elle a fait appel à ses déposants pour souscrire à des obligations convertibles qui, quelques mois après, il y a eu une faillite de cette banque, quelques mois après, et ça a créé un scandale énorme. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. L'opération a été entièrement annulée par les tribunaux. Enfin, vous voyez qu'on a un problème qui ne peut pas se résoudre au niveau des banques elles-mêmes, qui doit être résolu par les pouvoirs publics. Et donc, ce sont les pouvoirs publics qui doivent mettre en place un problème de résolution du secteur bancaire. Pourquoi il est urgent de restructurer le secteur bancaire? J'essaie de voir si je ne passe pas trop de temps. Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les banques ne fonctionnent plus. Les dépôts ne viennent plus dans les banques. Les dépôts de l'étranger, le fresh money dont on a cruellement besoin, la liquidité, ne passe plus par les banques. Les gens viennent et apportent, n'ont plus confiance. Effectivement, pourquoi ils n'ont plus confiance? Parce qu'ils savent qu'il y a un risque de haircut. Maintenant, le risque est devenu officialisé et que donc il y a une insolvabilité. Et en plus, ils n'ont pas confiance quand on leur promet que le fresh money sera disponible. Quels sont les obstacles à la restructuration? Il y a des résistances psychologiques qui sont totalement compréhensibles. Okay? Ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui comme tableau, on est en train de dire aux propriétaires des banques, vous savez quoi? Soit vous ramenez 50 milliards qu'ils n'ont pas, parce que c'est vrai qu'ils ont encaissé beaucoup de dividendes, mais on est loin des chiffres, soit vous perdez vos banques. Et donc, ils vont résister. Résister pour eux, c'est quoi? C'est, mais gardons tout comme ça, puisque on va dire que vos dépôts sont toujours là, puisque vous recevez un statement mensuel dans lequel le montant de votre dépôt est affiché. Si en face, il n'y a pas d'actifs qui correspondent
à ce passif, eh bien, ce n'est pas grave, vous retirez votre argent petit à petit. C'est totalement irrationnel parce qu'on n'y arrivera jamais. Cela dit, le ministre des Finances, dans une interview au Financial Times, quand il a exposé les solutions pour le secteur bancaire, il en a donné 3. Le premier, le bail-in, et on va en parler. Le deuxième, c'est de faire un haircut et de compenser les déposants avec des actifs qui appartiennent à l'État. Et le troisième, il a parlé de bloquer les comptes en dollars pendant 6 ans et de les rendre au bout de 6 ans en livres libanaises. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, mais pour moi, c'est de la poudre, je ne sais pas comment on dit, enfin, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Tant que vous regardez votre statement, c'est du dollar, mais quand vous voulez votre argent, ça devient des livres libanaises. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on est dans le scénario de conversion forcée en livres libanaises. Cela dit, c'est une des solutions. À mon avis, c'est la plus mauvaise. Pourquoi? Parce que faire une conversion forcée en livres libanaises, ça résout les problèmes de imbalance entre les actifs et les passifs en dollars, mais ça veut dire qu'on va avoir une dévaluation qui va nous emmener à 25 000, peut-être 100 000 livres pour $1. C'est le scénario argentin de 2001. À mon avis, c'est la plus mauvaise solution. C'est une illusion, il ne faut pas l'accepter, il faut se battre, il faut accepter le haircut sous forme de bail-in. On expliquera de quoi il s'agit, parce que c'est ce qui va limiter les dégâts. C'est ce qui va limiter les dégâts. Alors, c'est quoi le bail-in? C'est simplement, on vous dit, écoutez, j'ai plus de dépôts que d'actifs. Une partie de vos dépôts, je vais les convertir en capital. OK. Ça ne vaut pas grand-chose, mais ça vaut peut-être quelque chose dans le futur. Mais disons que ça ne vaut rien. Disons que c'est un haircut. Si on prend les chiffres du gouvernement qui est un besoin de 55 milliards et voir quel est l'impact sur les gens, si on prend, on ne touche pas aux dépôts inférieurs à 100 000 $, OK, on arrive à 43% de haircut pour les dépôts supérieurs à 100 000 $. Si on va à 500 000 $, on arrive à 63% de haircut. Si on va à 1 million de $, comme certains l'ont suggéré, même moi, mais j'étais optimiste à l'époque, je ne connaissais pas l'ampleur des dégâts, j'étais beaucoup moins négatif, on arrive à 79% de haircut. Donc, je ne sais pas où ils vont mettre la barre, c'est une question de politique gouvernementale, mais en tout cas, ça va faire très mal. Les autres solutions n'existent pas. Les autres solutions qui consistent à dire on va bloquer l'argent sur 5 ans et vous le donnez en livres libanaises, c'est de la poudre de perlimpinpin, je ne sais pas comment on dit. Ça revient à dire on va vous donner de la monnaie de singe et croyez-moi, le haircut va aller à 90 voire 95%. Il faut qu'il y ait une vraie restructuration du système bancaire. Bon, les résistances, on disait les banquiers, c'est normal. La Banque du Liban, c'est normal parce que tout ça revient à remettre en cause la politique de la Banque du Liban. Les politiques aussi, c'est très difficile pour les politiques de dire à leurs constituents, aux populations, voilà, votre argent dans les banques, en fait, il ne vaut plus que la moitié. Et donc, il va falloir des gens qui ont le courage d'affronter les gens et de leur dire on a un problème et on n'a pas d'autre solution. On prend l'exemple de Chypre, mais à Chypre, c'était beaucoup de Russes. On prend l'exemple de l'Islande, mais l'Islande a surtout affecté les étrangers. Le problème du Liban, c'est qu'il y a une injustice. C'est vrai qu'il y a des gros dépôts qui ont profité de taux d'intérêt élevés, de gens qui étaient avertis, qui savaient qu'ils prenaient un risque, qui avaient atteint un tort, tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de culture financière, qui faisaient confiance au système et qui sont vraiment des victimes. Et donc, il va y avoir beaucoup d'injustice. Malheureusement, il n'y a aucun choix. On ne peut pas nier la réalité. Nier la réalité, c'est refuser d'avoir des banques qui fonctionnent. On a besoin de banques. Si nous n'avons pas des banques qui sont solvables et qui sont liquides, on n'aura pas d'économie. On a besoin, au moins, puisque notre richesse a été détruite,
on a besoin de la reconstruire. Pour la reconstruire, on a besoin d'une économie qui fonctionne et donc de rééquilibrer la dette de l'État, les banques et la Banque du Liban. Voilà. Je voudrais dire que ce n'est pas une situation qui est inédite. On a eu la même destruction de richesses en 90, 92, avec la dévaluation. À l'époque, il n'y avait pas de dollarisation. Donc, on ne parlait pas de haircut. Mais pour les plus vieux d'entre nous, on se souvient qu'il y a une dévaluation qui a détruit le patrimoine monétaire des Libanais. Bon, heureusement, ils avaient des terrains, ils avaient d'autres choses, puis le travail a repris, donc ils ont pu reconstituer leur patrimoine. On est dans la même situation. Il faut qu'on nous laisse reconstituer notre économie. C'est le plus important. On doit retrouver de la croissance. Pour retrouver de la croissance, il faut faire une opération chirurgicale. Il faut absolument que nous nous battions tous ensemble pour aider le gouvernement, parce que je pense que le Premier ministre et son gouvernement sont conscients de la réalité, mais ils sont en train de se battre avec des forces occultes, que je préfère ne pas nommer, qui sont à la fois des partis politiques, mais aussi des lobbies qui n'ont pas intérêt à ce que quelque chose se fasse. On a parlé de la Banque du Liban et on a parlé d'un trou de 55 milliards. C'est à peu près ce que dit le rapport du gouvernement. Bon, sans rentrer trop dans les chiffres, il y a trois grands facteurs à ces pertes. D'abord, la politique de soutien de la livre libanaise, elle a coûté cher en dollars, parce que chaque fois que la Banque du Liban achetait des livres libanaises et vendait des dollars aux banques qui elles-mêmes faisaient ça pour les revendre à leurs clients parce qu'il y avait une demande de dollars, à chaque fois, la banque se retrouvait avec moins de dollars et plus de livres libanaises. D'où est-ce qu'elle créait ces dollars? Et bien, tout simplement, c'était les dépôts des gens. Donc, en fait, on vendait des dollars aux gens avec leurs propres dépôts. Donc, coût de la stabilisation de la livre libanaise. Il y a le coût des ingénieries financières. Les ingénieries financières ont coûté beaucoup d'argent puisqu'on payait aux banques des intérêts très élevés pour qu'elles puissent elles-mêmes, à leur tour, réaliser des bénéfices et aussi, pour être juste, payer des intérêts très élevés pour attirer des capitaux. Je ne sais pas combien on a attiré de capitaux, mais ce que je sais, c'est que ça a coûté au moins 15 milliards de dollars en perte. C'est de la perte sèche. Et puis, il y a un phénomène assez curieux. Il y a dans la rubrique Other Assets, il y a un montant de 15, 16 ou 17 milliards qui est dans les comptes de la Banque du Liban, un découvert en dollars dû par l'État libanais. Okay? Il paraît que l'État libanais ne reconnaît pas ce montant. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de paiement qui a été fait par la Banque du Liban pour le compte de l'État libanais, à la demande de l'État libanais, pour des factures de fuel, des factures des Eurobonds, par exemple, qu'on a payé en novembre ou bien avant, etc. Simplement, pour l'État libanais, une fois qu'il a donné à la Banque du Liban des livres libanaises, c'est plus son problème. C'est à la Banque du Liban de faire les opérations de change. Donc, la Banque du Liban, évidemment, n'a pas converti cet argent en dollars pour le compte de l'État. Elle a gardé les dollars pour elle et elle a considéré qu'elle avait encore dans son bilan des dollars. On peut être sûr que cette facture qui n'est pas reconnue par l'État libanais ne sera jamais payée. Donc, ça explique aussi la perte de la Banque du Liban. Alors, qu'est-ce qui reste à la Banque du Liban? Il y a eu un grand débat sur les réserves. On va essayer d'expliquer un petit peu. Quand on parle réserve, on parle de l'argent que la Banque du Liban encaisse. Pendant longtemps, on nous a dit il y a 30 milliards. Puis les gens disaient non, mais est-ce qu'il y a vraiment 30 milliards? Est-ce qu'il n'y a pas, etc. Puis petit à petit, on a compris que les 30 milliards, ce n'était pas vraiment 30 milliards. C'était 30 milliards moins 7 milliards qui sont des avances de la Banque du Liban en dollars à des banques libanaises. Alors évidemment, quand on avance de l'argent à une banque libanaise pour qu'elle puisse payer des factures à l'étranger, c'est qu'on ne va pas les récupérer à l'étranger. Donc, ce ne sont pas des réserves. Donc, les vraies réserves de la Banque du Liban étaient, il y a un mois, de 21 milliards de dollars. Alors, il y a un débat sur, parce qu'on nous dit, oui, mais il n'y a pas 21, il y a 4.
C'est très simple. Il y a 21 milliards de dollars dans les caisses de la Banque du Liban, mais par ailleurs, le montant des réserves obligatoires que les banques ont déposées auprès de la Banque du Liban tourne autour de 18-19 milliards. Or, il semble qu'il y ait un problème juridique de ce montant-là. Autant, on a dit que le total des dépôts des banques était de 85 milliards de dollars, mais de ces 85 milliards, il y a 19 qu'on considère comme étant intouchables. Elle n'a pas le droit de les utiliser parce que ce sont des réserves obligatoires. Si quelqu'un m'oblige à mettre de l'argent avec quelqu'un, il ne peut pas l'utiliser, il est obligé de me le rendre. Si je mets de l'argent volontairement, je lui prête de l'argent volontairement, c'est mon problème s'il les a perdus. Donc, c'est ça le débat. Donc, on considère que les réserves réellement disponibles de la Banque du Liban, c'est-à-dire ce qu'elle peut utiliser pour faire des paiements à l'étranger, c'est 21 moins 18, on n'est plus qu'à 3 milliards de dollars. Sachant qu'avec ça, il faut payer le fuel, il faut payer le blé, il faut payer les médicaments. On ne va pas aller très loin. Heureusement qu'on n'a pas payé les Eurobonds. Je ne comprends même pas qu'il y ait eu un débat sur le sujet. Je trouve que c'était criminel, et il y a eu beaucoup de lobbying là-dessus. Je trouve que c'était criminel de se battre là-dessus. Et même les fonds étrangers ne s'attendaient pas à ce qu'on paye. Je ne sais pas ce qu'on a promis à certains fonds, mais heureusement qu'on n'a pas payé. Imaginez-vous si on avait payé l'Eurobonds. On n'aurait plus un sou. Voilà. Alors, en plus des 21 milliards de dollars, même si 18 ne sont pas réellement utilisables, mais si on a vraiment besoin, on change la loi et on les utilise, il y a 15 milliards en or. Donc, le Liban, globalement, a à peu près 35-36 milliards de dollars d'avoir à l'étranger. On a vu que les banques en propre, elles n'ont rien du tout, mais on a 35 milliards de dollars à l'étranger. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal d'argent. Le seul problème, c'est que tous les déposants dans les banques qui pensaient avoir des dollars, eh bien, soit ils n'ont plus de dollars, ça va être des livres libanaises. J'espère que ça ne va pas être comme ça. Soit on va leur faire un haircut. Ils vont garder la moitié, un peu moins, un peu plus, mais ce sera toujours ça. Voilà. Il y a un débat sur la Banque du Liban. Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Est-ce que c'est la faute de la Banque du Liban? Est-ce que c'est la faute des banquiers? Moi, je voudrais dire une chose. C'est la faute de tout le monde. Et c'est ça le problème. C'est que quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un système de accountability. Je prends la Banque du Liban. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la politique de stabilisation de la livre libanaise. Je trouve qu'elle a coûté trop cher et on l'a vu, il y a des pertes. Mais surtout, je ne suis pas d'accord pour des raisons économiques. C'est-à-dire, à partir du moment où notre modèle économique ne fonctionnait plus, qu'on n'avait pas assez une balance des paiements déficitaire, la variable d'ajustement, c'est la monnaie pour relancer la production, pour diminuer les importations. Donc, du point de vue économique, je trouve qu'on n'avait pas de politique économique. On avait une politique d'entêtement sur la devise forte. Et quand la devise n'a plus été forte, parce qu'il n'y avait plus d'afflux de capitaux, on a voulu la rendre artificiellement forte en attirant des capitaux avec des taux d'intérêt invraisemblables, en gardant artificiellement la livre libanaise, en consommant tous les dollars qui avaient été déposés. Bon. Donc, est-ce qu'il fallait gagner du temps? Parce que c'est ça ce qu'on nous dit. On essayait de gagner du temps en attendant que les choses aillent mieux, que la guerre en Syrie finisse et profite au Liban, que les prix du pétrole remontent, que cèdre, que je ne sais pas quoi, que l'Arabie saoudite. Bon, c'est une question. Économique, on en a parlé. Politique, il y a un autre problème, c'est que la Banque du Liban, elle a aussi une perte qui n'est pas seulement sur les dollars, qui est sur la restructuration de la dette de l'État en livre libanaise. Aujourd'hui, tous les économistes et le plan du gouvernement disent qu'il va falloir faire un haircut sur la dette de l'État en dollars, mais aussi en livre libanaise, parce que ça aussi, ça nous coûte cher. Donc, la Banque du Liban a prêté de l'argent à l'État libanais. Elle l'a prêté, alors il y a un débat, est-ce que c'était légal, pas légal? Le Code de la monnaie et du crédit définit un cadre très strict pour les prêts de la Banque du Liban à l'État. La Banque du Liban, enfin le gouvernorat,
dit oui, mais moi, je suis intervenu sur le marché et ça, j'ai le droit. Je n'ai pas prêté directement à l'État. Là, les juristes vont nous répondre, est-ce que prêter et prendre un billet de trésorerie, un T-bill, c'est faire du marché, ou bien la notion d'intervenir sur le marché, c'est est-ce que j'ai prêté en première instance, en primaire, ou est-ce que j'ai racheté de la dette qui était détenue par quelqu'un d'autre? Moi, je suis partisan de la deuxième école. Je pense que le code de la monnaie et du crédit n'autorisait pas la Banque du Liban à prêter en premier ressort à l'État. Elle pouvait faire comme fait la Fed, comme fait la Banque centrale, racheter de la dette de l'État aux banques, mais pas souscrire directement à la dette de l'État. Bon. L'autre problème qui se pose à la Banque du Liban, c'est les ingénieries financières qui ont été vendues d'une part pour attirer des capitaux et d'autre part pour renflouer des banques qui avaient des pertes et donc pour préserver la stabilité du système financier. Bon, c'est un bon argument, il n'y a rien à dire. Le seul problème est un problème éthique. Est-ce qu'on a le droit de renflouer des banques, donc des actionnaires, sans contrepartie? Quand, après la crise de 2008, le gouvernement américain a fait le fameux TAP, 1000 milliards de dollars, il a donné de l'argent aux banques, il les a même obligés à prendre de l'argent, mais en contrepartie, il a pris des actions qu'il a revendues par la suite, même General Motors, et ils ont réalisé un bénéfice sur cette opération. L'État américain a réalisé un bénéfice sur le renflouement du système financier américain. Le problème de l'ingénierie financière, c'est qu'on a donné de l'argent aux actionnaires sans contrepartie. Loin de moi l'idée de nommer des responsables. Où était la commission de contrôle? Où étaient les vice-gouverneurs? Où était l'État qui est censé avoir un commissaire? Où était le ministre des Finances qui est censé avoir la tutelle? Quand a-t-il demandé des comptes? Pourquoi aujourd'hui on commence à dire « Ah, on va faire un bilan ». Pourquoi on n'a pas demandé des comptes chaque année? Vous êtes tous des hommes d'affaires, ou la plupart d'entre vous. Est-ce que ça vous paraît normal, une société, la Banque du Liban est une société, qui chaque année déclare le même bénéfice et le même dividende? Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de compte réel. Il y avait une comptabilité spécifique. Pourquoi l'État n'a pas demandé des comptes? Donc, à mon avis, dans la réforme du secteur bancaire, il faut inclure la réforme de tout ce qui est autorité de régulation. Il faut garder l'indépendance de la Banque du Liban, mais il faut qu'il y ait une gouvernance. Il faut que les conseils et les comités jouent leur rôle. Il faut qu'il y ait une séparation entre la commission de contrôle et la Banque du Liban, entre la Banque du Liban et la commission des marchés financiers, entre la Banque du Liban et l'autorité de lutte contre le blanchiment. Si on ne crée pas une ségrégation entre ces différentes fonctions, on va retomber dans le même problème. Et il faut appliquer tous les principes de gouvernance que vous connaissez tous, qui sont des principes de décisions qui sont prises à un niveau collectif, de checks and balances. Il faut absolument qu'on évite de rééditer ce qui a été fait. On ne peut pas laisser une personne seule, parce que quand elle est seule, elle va faire des erreurs de bonne foi. Les erreurs ont probablement été de bonne foi, mais personne n'était là pour dire « Attendez, nous pensons que X, Y, Z ». Parlons maintenant de l'État, parce que tout ça est bien gentil. Les banquiers sont vus comme des méchants Picsou, la Banque du Liban comme aussi des incompétents. Et où étaient les politiques pendant ce temps-là? Ça fait 25 ans qu'on accumule les déficits budgétaires. Notre dette a dépassé 90 milliards de dollars. On n'a aucune politique économique. On n'a rien qui fonctionne. On n'a pas d'infrastructure. Il y a 2 ans, les Français se sont tués pour créer CEDRE, qui est une très belle initiative. On n'a rien fait, pas une seule réforme. J'ai un peu de contact avec les gens qui sont responsables de CEDRE, mais
ils étaient affolés. Moi, je me souviens de discussions avec eux. Ils me disent, mais un website, on ne nous a pas fait. Ils ont demandé un website, même le website, on ne leur a pas fait. Ils ont demandé des autorités de régulation, on ne leur a pas fait. Ils ont demandé des budgets, on leur faisait du budget n'importe comment juste pour leur faire plaisir. Donc, où était l'État? C'est pour ça que je voudrais quand même dire un mot. Je suis souvent critiqué pour ça parce que les gens trouvent que je suis trop indulgent. Je voudrais, moi, dire que je suis en admiration devant ce gouvernement. On me dit, oui, mais the bar was low. OK, the bar was low. Mais au moins, on a un gouvernement avec des techniciens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent. Vous les voyez se filmer, ils ne sont pas en train de rire comme des baleines. Ce qui était le cas des gouvernements précédents, qui ne faisaient pas de politique au sens gérer l'État, qui faisaient de la politique politicienne, marquer des coups les uns contre les autres. Alors, l'État va faire défaut et, comme le dit le document du gouvernement, on doit baisser la dette de au moins 50%. Donc, il va y avoir 45 milliards de haircut. C'est ça qui a fait les répercussions sur la Banque du Liban et sur les banques. On a parlé des Eurobonds. J'ai dit qu'il était stupide et criminel de se battre pour les payer. Il n'y avait plus d'argent. Bon, comment on peut envisager de payer quelque chose quand on n'a plus d'argent? OK? Ceux qui se battent qui se battaient pour les Eurobonds, qui aujourd'hui critiquent le plan du gouvernement, ce sont des gens qui soit n'ont plus de vision parce qu'ils ont tellement à perdre qu'ils essayent de raccrocher à quelque chose, soit, à mon avis, sur les Eurobonds, je peux, sans risque de trop me tromper, je pense qu'il y a des gens qui étaient payés pour défendre le paiement des Eurobonds. Et malheureusement, je n'ai pas de preuves, donc je vais arrêter là. Au passage, je voudrais dire que, et là, je voudrais faire passer un message, je trouve que la communication en général de la Banque du Liban et de l'Association des banques est puérile. Elle est contre-productive. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Ils ne vous croient pas tout simplement parce qu'ils voient bien la réalité sur le terrain. Il faut leur dire la vérité. Quand on dit la vérité aux gens, les gens peuvent l'accepter et ils ne vont pas forcément vous traiter de tous les noms parce que vous n'êtes pas responsable quand même de tous les malheurs qui arrivent. Mais continuez à essayer à travers des journalistes et des médias qui manquent totalement d'éthique, je trouve que ça ne sert à rien. Pour calmer les gens, il faut leur dire la vérité. Voilà, j'ai fait passer un message un peu dur, mais il fallait le faire passer. Alors, c'est quoi restructurer les banques, à part les recapitaliser, puisqu'il nous faut des banques avec du capital? On les recapitalise, c'est-à-dire c'est une opération comptable. Beaucoup de gens disent, oui, mais le bail-in, ce n'est qu'une opération comptable. C'est vrai, mais il faut commencer par cette opération comptable pour pouvoir faire entrer des capitaux frais, pour que des gens viennent investir en capital, en fresh money. Personne ne va investir dans une société qui a un trou de 10 ou 20 ou 30 milliards de dollars. Par contre, si elle est zéro, elle vaut zéro et qu'ils mettent 10 milliards, bon, disons, prenons une banque X, si elle a un trou de 1 milliard, personne ne va mettre 1 milliard. Si l'actif et le passif s'équilibrent, elle va mettre 1 milliard et elle va même accepter de mettre 1 milliard et de donner 20% aux pauvres déposants qui ont eu le bail-in parce qu'il y a la notion de goodwill. Nous avons quand même, et je voudrais le dire, des banquiers honnêtes, des banquiers qui ont fait un travail colossal. Nous avions des banques modernes, des banques qui avaient une bonne technologie. Nous avons au niveau intermédiaire et même supérieur des gens qui sont très compétents. Nous avons un bon système bancaire. Pourquoi ils en sont arrivés là? Eh bien, là aussi, il y a de l'injustice. C'est vrai qu'il y a des banques qui ont été très gourmandes. Il y a beaucoup de banques qui ont été conservatrices. Il y a des banques qui ont très peu d'Eurobonds. Il y a des banques qui ont des portefeuilles de crédit qui étaient à la base extrêmement solides. Maintenant, c'est la crise économique, donc ça s'est dégradé. Mais à la base, ils faisaient bien leur travail de financement de l'économie. Ils avaient prêté à l'État, mais pas énormément, comme on dit. Les banques ont prêté trop à l'État. Ce n'est pas vrai. Elles ont prêté dans des proportions qui sont convenables. Simplement, il y a eu les opérations d'ingénierie financière qui ont gonflé les dépôts et donc gonflé les dépôts des banques à la Banque du Liban. Est-ce qu'elles sont critiquables? Je vais vous donner un cas. J'ai un ami qui gère une petite banque. Un jour, je lui ai dit, pourquoi tu as participé à ces opérations?
Il me dit, j'étais obligé. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tous mes clients partaient, tous mes déposants partaient en me disant, on me paye 8 et 9% ailleurs, toi tu me payes 5, ça ne me va pas. Je dis, mais laisse-les partir et et diminue le bilan de ta banque. Il me dit, je ne pouvais pas, parce que moi j'avais un portefeuille d'actifs. Si je ne pouvais pas le financer avec des dépôts, eh ben, je faisais faillite. Eh bien, voilà la réalité. Pour une grande partie des banquiers, je ne veux pas les citer, j'adorerais les citer, mais j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de banquiers libanais. Je suis très triste qu'on en soit arrivé là. Il y a des gens très bien, très éthiques. Vous les connaissez certainement. Ils ont fait de leur mieux pour préserver leurs déposants. Ils ont géré au mieux. Malheureusement, il y a eu un concours de circonstances qui nous a amenés là où on en est. Bon, quel est le paysage futur des banques? D'abord, moins de banques. On a trop de banques. On ne peut pas avoir 40, 50 banques dans un pays de 4 millions d'habitants. Donc, moins de banques. Pourquoi? Parce que toutes ces banques gagnaient de l'argent en prenant des dépôts, en les mettant à la Banque du Liban ou en achetant des Eurobonds. C'est plus possible de continuer comme ça. On veut des banques qui ont du savoir-faire, de la technologie, etc. Donc, c'est moins de banques. Deuxièmement, on veut… Alors, comment on fait disparaître le trop-plein de banques? Il y a les fusions, mais à mon avis, ça va être très compliqué. Et puis, il y a les structures de défaisance. À mon avis, il y a des banques qui doivent être liquidées, mais on doit protéger les petits déposants. Et bien, c'est très simple. On va transférer leurs dépôts à des banques qui ne vont pas être liquidées avec des actifs correspondants qui sont des actifs de qualité. Et on va laisser les autres déposants dans une structure de défaisance, ce qu'on appelle une bad bank, qui va petit à petit liquider ces actifs et rembourser les déposants. Ils ne vont pas avoir tout leur argent, mais ils auront quand même une bonne partie. Les fusions, ça va être très compliqué. Il y a trop d'agences, trop d'employés de banque. D'ailleurs, ça va créer un drame humain. Et c'est dommage parce qu'on avait un secteur bancaire qui était le noyau de notre classe moyenne. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y aura pas de bail-out. L'État n'a pas d'argent. Le IMF ne va pas nous donner d'argent pour capitaliser. Donc, il faut faire le bail-in. Alors, qui va faire ce travail? À mon avis, il faut une autorité indépendante. C'est un travail colossal. Il va prendre 1 an ou 2 ans. Le jour où on décide de le faire, déjà, il va falloir faire voter les lois. Il va falloir convaincre qui vous savez de voter les lois, alors que ce sont des gens qui continuent à répéter « on ne touche pas au dépôt ». En fait, ils savent très bien qu'on est obligé de toucher au dépôt, mais ils ont peur de leurs constituants, qui sont des gens qui ont accumulé leur argent au prix d'un dur labeur en Afrique, par exemple, dans les banques libanaises parce qu'ils n'avaient pas le choix. Vous voyez de qui je parle. C'est un drame, c'est un vrai drame. Mais bon, on est obligé d'affronter la réalité. Donc, je propose une autorité indépendante qui fait un audit banque par banque, qui fait un audit stratégique du secteur bancaire, à quoi il doit ressembler, qui exécute, qui va trouver ou bien qui va faire des appels d'offres une fois qu'on a rééquilibré le bilan des banques pour attirer le fresh money qui va constituer le vrai capital de ces banques. Ça peut être des banques étrangères, ça peut être des Libanais qui ont de l'argent à l'étranger. Il y aura beaucoup de Libanais qui sont prêts à investir dans le capital des banques, pas maintenant dans l'augmentation de capital actuelle où on sait que c'est du bad money après good money, mais une fois que les banques sont remises à zéro, les compteurs sont remis à zéro, on va avoir des banques qui ont beaucoup de valeur. Donc, ce sera intéressant d'investir dans ces banques. Bon, et puis il y a le problème, donc on a dit, il faut des lois. Est-ce qu'on va avoir, on a un gouvernement qui semble vouloir aller de l'avant, un Premier ministre qui semble vouloir faire le travail, mais est-ce que le Parlement va le faire? Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le paysage, il va falloir donner un plus grand rôle au marché financier, la désintermédiation pour diminuer le risque sur les déposants. Le déposant est quelqu'un qu'il faut protéger. L'investisseur est quelqu'un qui connaît son risque. Aujourd'hui, on avait des déposants qui, sans le savoir, avaient 70% de leur argent en fait à risque. Eux pensaient qu'il n'y avait pas de risque, pas tous, mais la plupart des déposants ne savaient pas qu'il n'y avait pas de risque. C'est ce qu'on appelle le risque asymétrique. On ne le sent pas. C'est un dépôt, chaque mois, il y a un peu d'intérêt qui tombe, on ne sent pas qu'il y a un risque. Et en fait, sans le savoir, les banques ont fait de la transformation à travers la Banque du Liban et ou directement avec l'État en donnant tout cet argent au secteur public.
Les gens ne le savaient pas tout simplement. Voilà. Moi, ce que je pense que je vais arrêter là et on va passer aux questions si vous voulez bien. Merci beaucoup, Monsieur Riachier, pour votre exposé très intéressant. On a eu de très nombreuses questions. Alors, comme on l'avait expliqué au départ, je vais les poser dans l'ordre de préférence, celles qui ont eu le plus de succès. Alors, la première question est la suivante. Quel est votre avis sur dans quel scénario est-ce qu'on se retrouverait si on n'a pas le Fonds monétaire international qui intervient au Liban? Alors, ce serait un drame. Ce serait un drame. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que il y a… Bon, ce que je sais et ce que j'entends de contacts locaux et internationaux, c'est qu'on pense que peut-être qu'il y a un État ou deux États arabes qui sont prêts à se substituer au Fonds monétaire international, mais je n'y crois pas du tout. Et donc, je pense que le gouvernement doit aller au Fonds monétaire. Je pense que même le chef du Hezbollah a dit qu'il était d'accord. Donc, je pense que la résistance au Fonds monétaire, elle ne vient pas tellement des politiques, elle vient plus d'une gauche idéologique qui a des… C'est un peu de l'archaïsme. Le Fonds monétaire s'attaque aux pauvres, augmente les taxes, etc. Or, ça, c'était les années 80, mais c'est complètement dépassé comme concept. Ce n'est pas ça du tout, le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire, il vous dit, donnez-moi votre plan, laissez-moi vérifier les chiffres, et si ça marche, je vous donne de l'argent. Mais le Fonds monétaire, c'est comme une banque. Il ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas le rembourser. Donc, avant, il fait comme la banque, il vous dit, montrez-moi votre cash flow prévisionnel. Si c'est crédible, je vous donne de l'argent. On a besoin d'argent frais, donc on a besoin du Fonds monétaire. On a besoin de 10 à 15 milliards et ça ira très bien. Lisez le document du gouvernement, il est superbe. Il est vraiment mieux que tout ce que je peux vous raconter. Merci beaucoup. Question suivante. Alors, à votre avis, est-ce que si l'État décide de se séparer de certains actifs et de les faire reprendre dans le cadre de partenariats publics-privés, voire même de privatiser complètement certains actifs, est-ce que ça peut aider à réduire le déficit de 55 milliards de dollars? Alors, on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a l'idée des actifs de l'État. Mais dire on va attendre que l'État les vende pour rembourser sa dette, ce qui va faire de l'argent dans les banques, ce qui va permettre de payer les déposants, on n'a pas le temps d'attendre. Les idées qui circulent ne sont pas celles-là. Les idées qui circulent qui disent, voilà, on fait un haircut, mais on vous compense par une participation dans une structure qui engloberait c'est une idée d'ailleurs qui est dans le rapport du gouvernement, qui engloberait les actifs de l'État et l'argent qu'on va récupérer de l'argent mal acquis, etc., donc la corruption. Si on y croit, j'espère que ça arrivera un jour. Mais voilà, mais dire on va attendre que l'État vende des actifs pour rembourser ses dettes aux banques qui vont repayer les déposants, on n'a pas le temps. Sur l'histoire de compenser les déposants avec les actifs de l'État, il y a eu une autre idée que j'ai entendue, mais une seule fois, je crois d'ailleurs du chef du Parlement, c'est on va leur donner des terrains. Moi, je n'ai pas de problème de leur donner des terrains. J'ai un problème de leur donner les actifs du style compagnie de téléphone, port, etc. parce qu'il y a une injustice. C'est l'argent de l'État, donc l'argent de tous les Libanais. Or, tous les Libanais ne sont pas des déposants dans les banques et tous les Libanais ne sont pas des grands déposants. Quand vous êtes un déposant, vous êtes un créditeur de votre banque. Vous avez un droit sur les actifs de la banque. Et c'est tout. Bon, on peut dire, oui, mais c'est l'État qui a fauté, donc c'est discutable. Mais ce n'est pas une solution qui me plaît beaucoup. Mais si on doit en arriver là, qu'on en arrive là. Mais il faut absolument qu'on ait une restructuration. Très bien, merci beaucoup. Alors, la question suivante. Vous avez émis l'idée d'un audit stratégique du secteur bancaire. D'après vous, sur quels critères vont être choisies les banques qui doivent être sauvées dans le futur? Alors, à mon avis, la taille va être importante parce que les grandes banques ont beaucoup plus de technologie, de savoir-faire, d'équipes, etc., d'agences. Mais moi, je n'exclus pas qu'il y ait des banques de niche, de taille moyenne ou familiale, qui se débrouillent par elles-mêmes.
On peut très bien avoir des banques qui disent, écoutez, moi, je vais apporter les capitaux, vous me laissez tranquille et ça serait bien. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple de Chypre, en fait, il y avait 3 grosses banques nationales et plein de banques étrangères. Il n'y a eu d'intervention que sur les 3 grosses banques nationales. Une a été complètement liquidée et les 2 autres, on a fait des bail-in. Okay. Toutes les autres banques étaient des banques étrangères qui ont été recapitalisées par leurs actionnaires étrangers. On peut envisager la même chose. Si vous avez une banque et que vous vous débrouillez pour la recapitaliser, personne n'a le droit de s'approcher de vous. On vous donne un délai, le conseil d'administration dit « laissez-moi travailler, je vais trouver les capitaux », on vous donne un délai et vous trouvez les capitaux et vous faites ce que vous voulez. Finalement, on n'est pas encore sous les lignes. C'est un état encore d'entreprise, de libre entreprise. Alors, on a encore un peu de temps pour poser quelques questions. Je passe à la suivante qui a été likée par 12 personnes. Pourquoi ne pas utiliser un fonds qui regrouperait les assets privatisables de l'État, comme l'aéroport, les sociétés de téléphonie, Alpha, Touch, etc. Bah oui, c'est une des idées, j'en ai parlé avant. On peut compenser les déposants qui vont subir un haircut par ce fonds. Moi, ça me pose un problème philosophique, éthique. Ces sociétés appartiennent à tous les Libanais, pas aux déposants. Donc, et la réponse, encore une fois, c'est oui, mais c'est à cause de l'État que les déposants perdent leur argent. Donc, l'État doit les rembourser d'une façon ou d'une autre. C'est un débat philosophique. Mais c'est une bonne idée, mais ça dépend comment ce fonds est géré. Parce qu'il ne s'agit plus d'avoir, on ne va pas citer de nom, mais des sociétés qui sont gérées par copinage, etc. Il faut des sociétés qui sont gérées professionnellement. Alors, je vais passer la question suivante parce que vous l'avez déjà abordée durant votre exposé, à moins que vous ne souhaitiez apporter encore un élément à ce sujet. Ça concernait la création de good banks et bad banks. Oui. Vous n'avez pas d'éléments supplémentaires à ajouter là-dessus. Je pense que vous avez déjà bien expliqué l'idée dans votre exposé. Alors, je passe à la suivante. Quel est l'intérêt de faire ou de mettre en place un haircut si on ne met pas en parallèle des réformes? Un haircut, d'après la personne qui pose cette question, ça doit être une option qu'on utilise vraiment en dernier ressort. Et ensuite, il termine sa question, cette dame termine sa question en disant « Que va-t-on faire à propos de l'argent qui a été volé par différents acteurs du secteur ?» Alors, il y a 2 choses. D'abord, le haircut est la conséquence d'un certain nombre de réformes. On a vu qu'il y avait un problème à la Banque du Liban. On a vu qu'il y avait un problème au niveau de l'État. OK? Il est évident que le plan du gouvernement ne peut pas être juste un plan « je vais réduire la dette de 50% et puis c'est terminé ». Non, il faut faire réduire la dette et avoir ce qu'on appelle un plan, une fiscal policy. Comment, à l'avenir, je vais assurer l'équilibre de mes dépenses et de mes recettes pour que dans 3 ans, je ne me retrouve pas de nouveau avec une dette de 150 ou 200%. Et donc là, il y a un plan économique qui n'est pas détaillé, mais qui est un peu débroussaillé dans le plan de gouvernement. Ce n'est pas ma spécialité. Il y a des économistes qui travaillent là-dessus. Ça va d'une baisse des dépenses publiques à une hausse des recettes de l'État. C'est une combinaison des deux. Mais c'est sûr que le haircut sur la dette permet d'économiser beaucoup sur les intérêts et sur le service de la dette. Donc, le haircut de la dette est obligatoire. Du coup, le haircut sur les dépôts est obligatoire, surtout si on ajoute les pertes sur la Banque du Liban et les pertes dues à la crise économique sur le secteur privé. Donc, le haircut n'est pas un choix, c'est une obligation. L'argent n'existe plus. Donc, si cette dame, ça la rassure de continuer à recevoir un relevé avec le montant qu'elle avait au départ, je n'ai pas de problème. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'elle veut retirer de l'argent, d'abord, elle peut en retirer comme ça, et c'est en livres libanaises, et des livres libanaises qui se déprécient de plus en plus. Donc, à la fin, quand il va rester 90% de son argent, elle va les retirer en livres libanaises qui vaudra 10 000. C'est un haircut encore plus violent que celui que je préconise. Je rebondis sur la fin de la question.
vous n'avez pas encore abordé cet aspect des choses et je vais le lier à la question suivante. Donc, on parlait de l'argent qui a été volé. Une personne ici pose la question, comment peut-on réussir la moindre réforme alors que tous les gens qui ont volé de l'argent sont toujours là? Qui peut mener les réformes de façon crédible? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une révolution le 17 octobre. Elle a mis la pression. Elle a réussi à amener un gouvernement qui n'est pas totalement indépendant, mais qui est fait de gens qui ont été nommés par les partis, mais qui travaillent dans un esprit d'indépendance, à ma connaissance. En tout cas, ceux que je connais. Et surtout qui travaillent, peut-être pas totalement indépendamment, mais qui travaillent, qui font un travail sérieux. Ça, c'est un. Deux, je ne sais pas les histoires de voler ou pas voler, mais je ne veux pas blanchir qui que ce soit, mais les politiques ne sont pas tous mauvais. On était dans un système où on considérait que le financement politique plus un petit peu d'arrangement personnel était la norme. Aujourd'hui, ce système doit changer. Il faut qu'il y ait des gens qui rendent des comptes. Écoutez, moi, je n'aime pas parler de ces sujets-là parce que je trouve qu'à chacun son domaine. Moi, mon domaine, c'est la finance. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent dont je fais partie d'ailleurs, mais qui s'occupent des autres aspects. Je préfère que vous les invitiez pour qu'ils vous donnent leurs idées là-dessus. Évidemment, moi, j'aimerais qu'on ait un pays où tous les voleurs sont en prison et tout le monde est gentil et tout le monde travaille. Je ne sais pas comment y arriver, je n'ai aucune solution. Très bien. On a une question intéressante également. Elle concerne les Libanais qui sont pensionnés ou retraités. Est-ce que d'après vous, si on applique un haircut, ça doit aussi concerner les gens qui ont de l'argent à la banque qui n'est que le résultat finalement du paiement d'une pension ou est-ce que le haircut doit s'appliquer de la même façon à ces gens-là que ceux qui ont accumulé de la richesse ou créé de la richesse grâce au taux d'intérêt qui était très élevé? Écoutez, c'est un drame cette histoire. C'est pour ça qu'à mon avis, on doit essayer de protéger la classe moyenne. Le problème, c'est que d'un côté, l'ampleur des pertes a augmenté par rapport à ce qu'on disait il y a 3 mois ou 4 mois pour ceux qui m'écoutaient ou qui me lisaient. Et deux, le niveau des dépôts a baissé. Donc, on doit piocher dans des comptes de plus en plus petits pour équilibrer les comptes. Donc, je vous ai donné des chiffres qui n'étaient pas très jolis. À mon avis, 200 ou 300 000 $, c'est un bon niveau pour protéger au moins la classe moyenne. Mais c'est injuste. Mais même, il y a des gens qui ont 10 millions de dollars et qui ont travaillé toute leur vie pour économiser cet argent. Ce n'est pas des gens qui étaient là pour les taux d'intérêt. Ce n'est pas des gens qui ont fait un arbitrage entre un fonds d'action chez Goldman Sachs et l'opération d'ingénierie financière que leur a proposé leur banquier libanais. Cela, évidemment, moi, s'ils perdent tout, je ne serais pas fâché. Ils ont pris un risque. Ils ont l'habitude de perdre de l'argent. Moi, mes clients qui investissent dans les marchés financiers ou dans d'autres investissements, il y a des pertes. Des fois, il y a des pertes de 30%, des fois de 50%, des fois de 100%. C'est leur problème. Ils savent ce qu'ils font. Le problème, c'est le déposant qui ne sait pas qu'il a pris un risque. On ne lui a pas dit la vérité. Il ne savait pas. C'est très clair. Merci beaucoup. Une question intéressante qui est posée par un de nos membres. Pourquoi l'État ne nationalise-t-il pas les banques pour les fusionner en 5 ou 6 banques spécialisées? Par exemple, une banque pour l'industrie et le commerce, une banque pour le secteur agricole, une banque pour l'habitat, le secteur immobilier, etc., etc. Oui, on peut aussi créer des camps de rééducation pour les gens et des camps de concentration. C'est un système qui est dépassé. On a essayé ça dans les pays communistes dans le temps. Ça ne veut rien dire. Écoutez, il y a un vrai problème. En fait, on va nationaliser les banques. Mais pourquoi moi je propose la création d'une autorité indépendante? C'est pour qu'elles ne soient pas nationalisées. C'est pour que très vite, on les remette sur les marchés et on les mette entre les mains, non pas des déposants qui deviennent actionnaires, mais de nouveaux actionnaires qui mettent de l'argent.
les déposants qui deviennent actionnaires, il ne faut pas qu'ils prennent le contrôle de ces banques parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Il faut qu'ils aient des actions, qu'ils ne récupèrent un droit de vote qu'une fois qu'on a terminé l'opération de recapitalisation avec des nouveaux actionnaires. Il faut très vite qu'on en sorte et que toutes ces banques redeviennent des banques du secteur concurrentiel et des banques privées. Il n'est pas question de faire un État dirigiste. Même la Syrie a essayé d'en sortir dans les années 90. Il y avait une banque pour l'agriculture, une banque pour l'industrie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je vais vous poser une dernière question. Malheureusement, on en a encore énormément, mais on n'aura pas le temps de toutes les poser ce soir. Si l'État applique un éventuel haircut, d'après vous, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un jour, le solde des dépôts en devises de moins de 100 000 $ ou plus de 100 000 $ soit plus ou moins transférable librement à nouveau? Alors là, c'est très difficile de répondre à cette question. Ça va dépendre de la dynamique de l'économie. Mais si on prend l'exemple de Chypre et de la Grèce, ils sont sortis du contrôle des capitaux quand même au bout de 3, 4, 5 ans. Donc, il faut considérer que on va en sortir au bout de quelques années, pas les premières années, mais au bout de quelques années. Mais surtout, il va falloir qu'on ait des vraies banques bien solides pour que l'investissement revienne et une politique économique du gouvernement qui soit crédible pour que l'investissement revienne dans le pays et que les gens oublient. Les gens oublient vite. Ça, moi qui suis dans les marchés depuis des dizaines d'années, je peux vous dire qu'on oublie très vite. On passe à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il faut qu'on fasse le nécessaire. Merci infiniment, Jean-François. Merci infiniment aussi, Jean. Sincèrement, tu as fait un tour d'horizon complet. Tu as abordé plusieurs aspects de la situation actuelle. J'ai vraiment du mal à arrêter la session, mais sincèrement, notre session généralement est d'1 heure. Là, on a largement débordé, mais avec grand plaisir. Merci pour ta générosité. Cette session, et je réponds à la question de plusieurs participants. Ils sont toujours 225 à l'heure actuelle. On a atteint des pics de 260, juste pour savoir. Cette session a été enregistrée. On va faire le editing. On va surtout prendre l'accord de Jean et la partager avec vous quand ce sera prêt. Je remercie les participants parce que, premièrement, pour leur indulgence. Cet exercice, c'est un exercice très récent pour nous. Donc, on n'est pas habitué à le faire. Ça s'est passé plutôt pas mal. On n'a pas eu de soucis techniques, quelques problèmes de son. Donc, excusez-nous d'avance. Et à très bientôt, j'espère. Gardez le contact. Jean, tu restes avec nous. La prochaine fois, on va faire d'autres sessions ensemble, Inch'Allah. À très bientôt, tout le monde. Merci aux panélistes. Merci à Agop. Une fois de plus, merci à Jean-François. Et à très bientôt pour une prochaine session. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.